Le 2 juin dernier, nous l'avons évoqué à l'instant, le préfet de police a ordonné l'évacuation du campement de migrants de la Chapelle, conformément à l'annonce qu'il avait faite en Conseil de Paris le 27 mai dernier. Cette décision était la bonne, puisque cette situation perdurait déjà depuis trop longtemps et était tout simplement inacceptable, tant pour les riverains que pour les migrants eux-mêmes, qui vivaient dans des conditions indignes et qui ont passé l'hiver dans le froid, dans le vent et dans l'humidité sans que personne ne s'en émeuve, encore moins ceux qui se sont fait plus tard les ardents défenseurs tout aussi médiatiques que furtifs de ces pauvres gens, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se racheter une bonne conscience. En février, le conseil de quartier La Chapelle-Max Dormois nous avait interpellés directement en conseil d'arrondissement sur cette situation, et le vœu qu'ils avaient déposé a par la suite été malheureusement vidé de sa substance. Et puis le mois dernier, ce sont mes collègues Pierre-Yves Bournazel et Christian Honoré qui vous ont interpellé directement sur ce sujet, à la fois en conseil du 18e arrondissement et au conseil de Paris, conjointement avec Déborah Pavlik dans le 10e arrondissement. Cette évacuation suscite un certain nombre d'interrogations. D'abord, pourquoi la mairie de Paris et la préfecture de police ont-elles laissé perdurer et donc empirer une situation dont elles avaient connaissance depuis les premières installations de migrants dès l'été 2014, si ce n'est avant? Pourquoi ne pas avoir décidé l'évacuation immédiate du campement dès le début de son implantation, évitant ainsi qu'un camp de quelques dizaines de migrants dont l'évacuation et l'hébergement d'urgence auraient posé finalement peu de difficultés ne devienne un campement de plus de 450 migrants, la préfecture parlait de 471 migrants, entraînant nuisances et risques sanitaires pour les migrants et pour les riverains, et dont l'évacuation était devenue extrêmement compliquée. Comment se fait-il qu'une fois l'évacuation du camp terminée, des centaines de migrants sont restés présents dans le quartier, livrés à eux-mêmes plusieurs jours après? Certains migrants, certes, se sont vus proposer un hébergement d'urgence pour 1 à 3 nuits, ce qui les a évidemment conduits à retourner dans la rue. Alors pourquoi un tel manque d'anticipation et pourquoi une telle incapacité à gérer l'après, alors que le démantèlement était prévisible et surtout inéluctable? Cette désorganisation et cette impréparation a d'ailleurs été dénoncée par le maire de Juvisy, Robin Reda, qui avait parlé d'un abandon indigne des maires franciliens par l'État, puisque de nombreux maires franciliens n'avaient tout simplement pas été informés du relogement des migrants dans leur commune, comme ce fut le cas à Courcouronnes, dans la ville de Stéphane Baudet, lui-même pourtant président de l'Association des maires d'Île-de-France. Force est de constater, monsieur le maire, que cette évacuation à grand renfort de communication n'a fait que déplacer le problème et ne visait manifestement pas à le résoudre. Pire, c'est à se demander si une telle opération n'avait pas pour seul objectif que de débarrasser la pression médiatique qui pesait sur Madame Hidalgo, suite aux vœux du mois dernier qui avaient été présentés, comme je l'ai dit, par mes collègues Pierre-Yves Bournazel et Déborah Pavlik, portés en Conseil de Paris, qui a obligé la mairie de Paris et la préfecture à enfin se positionner et qui a même suscité l'intérêt des médias, puisque le Parisien avait fait un article titré « Clandestin du métro aérien, l'UMP réclame une action vigoureuse ». Donc je le disais, une meilleure anticipation aurait permis d'éviter que se produisent ces scènes surréalistes auxquelles nous avons assisté, qui ont fait le tour du web et des médias, avec des forces de l'ordre qui, obéissant aux ordres, forçaient les migrants à entrer dans des rames de métro, sous les yeux ahuris des usagers, ou qui les escortaient vers l'extérieur de Paris, comme si les migrants forcés à prendre le métro ou forcés à traverser le périphérique ne pouvaient plus ensuite revenir sur leurs pas. Pourquoi la ville de Paris, pourtant compétente, n'a pas mieux anticipé cette prise en charge des migrants, une fois le démantèlement décidé? Pourquoi, monsieur le maire, face à une situation déplorable, vous et madame le maire de Paris êtes restés muets face aux sollicitations des membres de l'association du Bois Dormois, qui avait organisé l'accueil des migrants alors qu'une semaine s'était écoulée, au cours de laquelle il y avait eu 3 évacuations différentes, preuve encore une fois de l'inefficacité de ces opérations? Et enfin, monsieur le maire, pouvez-vous nous dire quelles mesures ont été prises par la ville de Paris et par l'État pour prévenir toute situation de ce type de se reproduire, tout en permettant d'apporter des solutions concrètes, rapides et dignes pour traiter la situation des migrants? Je vous remercie. Merci. Gérald Briand a donné des éléments préalables à la question qui, d'une certaine façon, répondaient au moins en partie à vos interrogations. Je crois qu'il faut faire en sorte que ce débat garde la hauteur qu'il doit avoir. Et je voudrais juste quand même rappeler un certain nombre de réalités.
D'abord, on a attendu les vœux de personnes, et encore heureux, pour nous préoccuper, la mairie d'arrondissement et la mairie de Paris, de la question de l'installation de migrants à La Chapelle. D'autant moins d'ailleurs que on a voté un vœu au mois de décembre dernier, on a mis des moyens importants pour permettre aux associations, et notamment à Emmaüs, de rentrer en contact avec ces personnes. C'est un travail qui est difficile, parce qu'on peut facilement dire il suffit d'eux, il n'y a qu'à, et puis pourquoi ceci, et puis pourquoi cela. Mais on est d'ailleurs toujours face à une population, et chacun ici l'a dit, je crois qu'il faut comprendre cet élément pour arriver à comprendre ce qu'on a fait, bien sûr, mais surtout à arriver à comprendre comment on peut régler, en tout cas améliorer la situation. On n'est pas face à une masse indistincte de personnes qui arrivent ensemble, repartent ensemble et pourraient être traitées ensemble. On est face à des gens qui ont chacun leur histoire, chacun leur objectif aussi, puisque certains arrivent en France avec un objectif précis, que ce soit d'y rester, en demandant l'asile, et Gérald Briand l'a dit, le gouvernement actuel fait en sorte que tous ceux qui demandent l'asile, d'abord c'est l'obligation de la France, en France puissent voir leur dossier étudié, et l'OFPRA notamment, ils l'ont fait sur le campement, incite autant qu'il le peut, les migrants présents sur notre territoire à demander l'asile, et donc à entrer dans un dispositif qui est difficile, mais qui permet de traiter les situations au cas par cas. D'autres ont des objectifs précis. Certains ont des familles qui sont en Grande-Bretagne ou en Suède. D'autres ont des membres de leur communauté qui sont dans ces pays-là. D'autres, enfin, font le même calcul que beaucoup de migrants et considèrent qu'ils ont plus de chances de trouver facilement qui a un travail, qui a un statut dans d'autres pays que la France, et pensent qu'ils ont plus de chances en Allemagne, par exemple, de trouver rapidement un travail qu'en France, puisque ce sont des personnes qui sont quand même très bien informées sur la situation, notamment la situation sociale des différents pays. Et s'ils ne souhaitent pas rester en Italie et en Grèce, c'est pas parce que ces pays-là seraient moins beaux que la France ou l'Allemagne, mais c'est parce qu'ils ont chacun réfléchi à ce qu'ils souhaitaient pour eux. Ce sont des personnes qui, par ailleurs, ont déjà connu un parcours très long, parce que arriver de Soudan ou d'Érythrée à Paris, même quand on a un objectif d'aller plus loin, c'est déjà la démonstration d'une très grande résilience et d'une capacité d'adaptation extrêmement importante, et une capacité à vivre dans des conditions peu confortables importantes. Donc ça fait plusieurs mois, bien sûr, qu'on s'occupe de ce sujet, et plusieurs mois qu'on constate qu'il est compliqué. Et Gérald Briand, Galabridier, vous-même d'ailleurs l'avez dit, à partir du moment où on admet, et il faut l'admettre parce que c'est la réalité, que nous sommes face à des personnes qui ont chacun leur trajectoire, alors il faut essayer d'adapter la réponse collective à ces territoires. Est-ce que cette évacuation a été parfaite? Évidemment non. Sinon on n'en serait pas là. Est-ce qu'elle pouvait être encore mieux compte tenu du nombre des personnes présentes sur le campement au moment où il a été évacué? Et moi, je le dis, personne ne met en cause cette évacuation, très peu en tout cas, et heureusement, parce que je m'interroge sur la situation qui aurait été celle de ces migrants si on n'avait pas évacué, et que le week-end dernier, avec les 35 degrés qu'il a fait, ils avaient été sous le pont dans les conditions qu'on connaît. Il y a eu Gérald l'a dit, des situations plus compliquées, des loupés. C'est difficile de communiquer avec 483 personnes, même si chacune a été vue individuellement. Et puis c'est difficile pour les personnes d'entrer dans un cadre qui n'est pas forcément celui qu'ils souhaitaient pour eux. Et c'est quand même encore leur liberté. Et donc on est face à une situation qui n'est pas, je ne sais plus le mot qu'a utilisé Monsieur Licia, mais si la situation est compliquée aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'évacuation se serait mal passée ou qu'elle n'aura pas été anticipée. C'est parce que la situation d'émigration internationale et de l'arrivée sur le territoire français et à Paris est compliquée. Et elle le restera. Et elle le restera indépendamment de ce que la ville ou même la préfecture peut faire. Et chacun l'a dit, c'est une réponse européenne, française, à laquelle il faut appeler. Parce que nous ne sommes pas face à un nombre défini de personnes qui seraient arrivées et qu'il s'agirait de traiter. Nous sommes face à un flux d'arrivées, un flux quotidien, Gérald l'a dit, une centaine sans doute par jour à Paris. Alors d'autres partent très vite, certains reviennent, c'est difficile de savoir combien ils sont. Mais nous sommes face à une situation qui n'est pas une situation figée, elle évolue tous les jours. Et les gens qui étaient sur le campement de la Chapelle, et certains y sont venus, en sont repartis, y sont revenus, et les travailleurs sociaux et Emmaüs qui étaient présents tous les jours sur le campement, en plus des opérations de nettoiement qui étaient organisées par la ville de Paris, le disent.
le campement changeait d'aspect quasiment tous les jours. Et les migrants qui étaient, certains restaient, d'autres partaient, d'autres revenaient, évoluaient tous les jours. Voilà pourquoi il a été compliqué de mener cette opération. Aurait-il fallu le faire plus vite? Nous l'avions souhaité, mais en même temps, il a fallu, et c'est vrai, du temps pour organiser cette évacuation dans les meilleures conditions possibles, qui n'étaient pas et qui ne sont pas, je le reconnais bien volontiers, les meilleures. Mais il y a une leçon qu'il faut tirer de tout ça. Il y a d'ailleurs plusieurs leçons qu'il faut tirer de tout ça. Moi, la première leçon que je tire, mais celle-là, je crois que tout le monde l'a tirée, c'est que c'est pas un sujet avec lequel il faut faire de la politique. Et quand on veut faire de la politique avec ces sujets-là, et certains l'ont souhaité, alors on rend la situation des personnes encore plus difficile. Il faut essayer, autant que faire se peut, d'être à la hauteur de la situation, de chercher, autant que faire se peut, à comprendre où est l'intérêt général et quel est le chemin qui permet d'y mener. Et après, chaque individu, qu'il fasse preuve, comme l'ont fait beaucoup d'habitants du 18e, de beaucoup de solidarité, ou moins, parce que ça peut arriver aussi, doit prendre ses responsabilités. Et quand on ouvre un équipement, on prend une responsabilité sur la vie de gens. C'est pas moi qui ai demandé au Bois d'Ormois d'être ouvert. Et moi, j'ai jamais considéré que Bois d'Ormois pouvait être un lieu où puisse loger qui que ce soit. Et encore pas plus des migrants que qui que ce soit d'autre. Et donc, la situation qui a été dans celui-là, qui était aussi à Pajol et qui est aujourd'hui à Éole, chacun doit prendre la part de la responsabilité qui est la sienne. Et nous avons essayé de prendre la nôtre. D'ailleurs, la façon dont a pu aboutir la situation à Bois d'Ormois, qui n'était sans doute pas la meilleure. Je ne suis pas sûr qu'elle ait été totalement facilitée par les comportements des uns et des autres tout au long de cette journée où il a bien fallu y faire face. Et moi j'ai essayé, et d'autres ici autour de cette table ont essayé toujours, parfois un peu discrètement, c'est vrai, et moi je ne me suis pas rué devant les caméras parce que je n'avais pas envie de faire des sons de 10 secondes sur un sujet aussi compliqué, et les seuls éléments que j'ai acceptés sont les temps un peu longs, parce que je considère que quand on est maire du 18e, on doit essayer de faire passer des messages complexes et pas réagir comme beaucoup ont pu le faire. Moi j'ai essayé, nous avons essayé d'être à la hauteur de nos responsabilités, parce que la solidarité locale, elle est essentielle. Le rôle des institutions, c'est aussi parfois de l'organiser. Et moi je me réjouis de voir des habitants du 18e mobilisés, ou de Paris d'ailleurs, pour soutenir les migrants. Je crois aussi qu'il faut laisser les institutions jouer leur rôle. Et moi je regrette qu'on voit moins de migrants aujourd'hui dans les accueils de jour, parce que dans les accueils de jour, il y a des douches, dans les accueils de jour, il y a des kits de propreté, dans les accueils de jour, il y a des médecins, et il faut qu'on arrive, les uns et les autres, à pousser, et chacun ensuite est libre, le maximum de migrants possible à rentrer dans les dispositifs qui existent. Y a-t-il de la place pour tout le monde? Je ne sais pas. En tout cas, il faut saturer tous les dispositifs qui existent, parce que c'est comme ça qu'on vient réellement en aide aux personnes, et c'est parfois le rôle des institutions de rappeler ces réalités. Donc nous sommes dans une situation qui va durer. On va avoir un deuxième temps de débat qui va permettre sans doute de tirer quelques pistes aussi pour l'avenir, parce que la réalité, c'est que la situation ne s'est pas arrêtée avant-hier. Elle ne s'arrêtera sans doute pas dans les mois qui viennent. Et le flux de personnes arrivant à Paris ne se tarira sans doute pas tant que les problématiques de la Corne de l'Afrique ne seront pas réglées. Et malheureusement, je crois que ce n'est pas totalement pour demain que ce sera réglé. Donc on va faire face à une situation qui va durer. Il va falloir qu'on s'y adapte. Encore une fois, on est Paris, regardé dans le monde, mais aussi habité par des gens qui souhaitent vivre le plus tranquillement possible. Et il va falloir qu'on trouve les solutions qui permettent à chacun de jouer son rôle. On ne réglera pas, moi je dis les choses très clairement, la situation dans les jours qui viennent. J'espère qu'on pourra le faire dans les semaines qui viennent. Et puis il faudra qu'on adapte nos dispositifs au fur et à mesure du temps, parce qu'ils devront s'adapter à la réalité qui est celle de l'arrivée des migrants. Parce que moi je ne crois pas du tout à la théorie de l'appel d'air où telle action entraînerait telle réaction. Par contre, je sais que Paris, de fait, est un pôle d'attraction. Paris attire. Paris attire indépendamment d'ailleurs de ce qu'on fait. Paris attire aujourd'hui les migrants de la Corne de l'Afrique, comme Paris attirait les Afghans il y a quelques années et continue d'ailleurs d'attirer. Et donc, ne laissons pas penser que telle ou telle action de la ville, de l'État, changerait la nature du mouvement migratoire vers Paris. Cette nature, elle existe, elle est là. Et il faudra qu'on y fasse face, et qu'il faudra qu'on fasse face à cette réalité-là, et pas à celle que les uns et les autres essayent de construire. Voilà ce que je voulais dire à ce stade du débat.